J'allais à Yes. l'école un peu parce que bon, faut aller à l'école. Alors que l'athlé, ouais, je peux pas manquer un entraînement. J'étais à 24 heures d'entraînement par semaine. Cette saison, j'ai fait les Jeux africains au Ghana en mars et les Ok. championnats d'Afrique au Cameroun en juin. Quand j'ai vu que la France y allait pas et que je savais que j'avais les minima pour, moi j'ai dit c'est hors de question que je fasse pas une compétition chez moi au Congo. On peut pas avoir la nationalité française et congolaise. À part si t'es sportive. Et on va pas se mentir, les anglophones sont plus forts que les francophones, notamment avec les Nigérianes qui sont maintenant mes copines mais aussi des concurrentes. Après, elles sont dans le top mondial aussi parce qu'elles sont qualifiées toutes les trois au JO. J'avais dérapé. Hello, hello l'équipe, comment ça va? C'est JN, on se retrouve, JN Crétinoir, comme vous le savez. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Road to the Dream. Ok, on est aujourd'hui avec Yelena Mokoka, sportive de haut niveau, qui a été en équipe de France, aussi en équipe du Congo. On va aussi parler de son activité à côté, puisqu'elle a lancé également son entreprise. On peut se présenter rapidement quelques lignes et puis aussi citer les grandes lignes de ton parcours. Comme ça, on pourra justement ensuite partir sur la genèse, ce qui a fait que tu as commencé et qui t'a permis d'arriver jusqu'ici aujourd'hui. Déjà, merci pour l'invitation. C'est super sympa de ta part. En plus, ça faisait longtemps qu'on s'était pas revus. Du coup, moi, je fais de l'athlé depuis maintenant 18 ans. Ça me rajeunit pas quand je vois la nouvelle génération. Le lancer disque, vraiment depuis 10 ans. Avant, je faisais principalement du lancer et du sprint. Là, j'étais toute fraîchement 5e au championnat d'Afrique, 6e aux Jeux africains en mars et 3e des championnats de France élite à Angers et première des l'Open de France. Donc, je suis bien contente, mais bien fatiguée. Waouh! Okay, donc Yelena a annoncé la couleur. On va du coup chercher à creuser, à comprendre en fait ce qui a permis à Yelena d'arriver à ce type de succès, parce que oui, pour arriver à la réussite, il y a j'ai envie de dire presque il y a une recette, dans le sens où quand on applique des choses de base, et bien on peut arriver à des résultats assez intéressants. Voilà, chacun par rapport à son niveau. Et du coup, Yelena Mokoka, tu as dit que tu fais du lancer. Déjà, tu fais quel type de lancer et comment as-tu commencé dans le lancer? Alors moi, c'est du lancer disque du coup que je fais. Les gens voient ça comme un frisbee, mais c'est pas un frisbee. Ça fait 1 kilo. En vrai, c'est pas très lourd. Je vais pas vous mentir. Et du coup, je le lance mon record là, c'est 56 mètres 71 que j'ai réalisé au championnat d'Afrique. Comment j'ai atterri au lancer? En fait, moi, à la base, quand j'ai commencé l'athlé, donc au collège, je faisais du sprint, donc du 50 mètres. Et il fallait, tu sais, pour le triathlon, donc le triathlon, c'est 3 épreuves, une course, un saut, un lancer. Il fallait un lancer. Du coup, comme tout le monde, j'ai commencé par le lancer de poids parce que c'est le plus simple. Et enfin, le plus simple lorsqu'on voit, mais en réalité, non. Et pour changer, mon coach bien sûr. Voilà, mon coach de l'époque, Dominique Trella, m'a dit oui, teste le lancer disque. Je pense que ça pourrait être pas mal pour toi parce que j'avoue que le poids, je progressais pas spécialement. Et c'est comme ça que j'ai atterri vraiment au lancer disque. Mais à la base, je pensais pas du tout que ça allait être ma discipline parce que arrivé en cadette, moi j'étais en mode je veux faire du 200 mètres et le disque c'était pour le plaisir. Mais les médailles sont arrivées au disque et pas au 200 mètres. Donc voilà comment j'ai atterri. Ah ouais, ça parlait de médailles et tout. Impeccable. En fait, du coup, tu as commencé le disque depuis le collège, quand tu étais minime pour le triathlon, donc une course, un saut en lancer, ou alors c'est soit 2 spécialités, c'est-à-dire Voilà. 2 sauts, lancer et une course. Tu n'as pas le droit. Tu peux faire, justement, parce que moi, ça m'aurait arrangé de faire poids disque et 50 mètres ou 100 mètres. Ouais. Mais tu as le droit de faire 2 courses, mais c'est une course de demi-fond et une course de sprint, ou les haies, et un lancer ou un saut. Et du coup, moi, comme je suis nulle en demi-fond, je savais que sprint. Moi, je savais que sprinter ou lancer. Du coup, j'étais un peu pénalisée. Ok, donc du coup, tu étais déjà très bien classé depuis que tu étais au collège, donc en minime. Au lancer disque, oui, au sprint aussi. Je faisais finaliste des IFA à l'époque. L'IFA, c'est la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en gros, c'est on va dire, la ligue régionale
Île-de-France. C'est l'une des ligues en athlétisme chez les jeunes déjà, qui est l'une des plus relevées. Voilà. Oui. Il faut le dire, parce que on retrouve beaucoup de personnes d'athlètes qui font les LIFA au championnat de France et au championnat de France élite. Tu t'es classé combien, toi, sur le 50 mètres 50 mètres, je sais que j'étais dans le top 8, mais j'avais pas fait médaille. Je devais être 5e ou 6e à l'époque. Ça remonte. Hein. Et par contre, au disque, j'avais fini 2e dans mes souvenirs, je crois. Ok. Et donc, c'est par rapport au fait que tu commençais un peu à avoir des bonnes places sur le disque que tu t'es dit, ah ben tiens, pourquoi pas avoir d'autres bonnes places en fait. Oui, c'était en cadette. En vrai, c'est vraiment... Non, c'est plus en junior. En cadette, j'avais déjà fait en cadet 2, 3e au France. J'étais contente, mais j'étais encore dans le sprint. Le disque, vraiment, à ce moment-là, je faisais ça une fois par semaine, histoire de faire autre chose. Et comme moi, j'avais un entraîneur qui avait un groupe de combinés, donc ça fait que je touchais un peu à tout. Bon, pas de la hauteur, pas de la longueur, mais je touchais au sprint et au lancer, du coup. Je faisais encore un peu de poids à l'époque où c'était 3 kilos. Parce qu'après, en junior, ça passe aux 4 kilos, donc là, c'était un peu trop lourd. Et du coup, ouais, c'est quand j'ai commencé à faire des médailles aux France et que je m'étais blessée, en fait, au tendon d'Achille. J'avais une petite tendinite, du coup, je pouvais pas faire de sprint, mais je pouvais lancer. Et en fait, c'est à partir de là où le chemin s'est suivi et que j'ai été au disque. Et surtout que j'ai fait aussi ma première sélection en équipe de France. Tu sais, c'était les matchs France-Allemagne-Italie l'hiver. Donc, du coup, je me suis dit, ah, bon, bah... On va pas se mentir, j'aime bien le disque et en plus je suis forte, autant rester dedans. Alors concrètement, tu me parlais là de championnat de France. Comment t'es arrivé au championnat de France? Parce que il y a cheminement, genre en gros t'as pas commencé comme ça, tu t'es réveillé un matin, pouf, championnat de France. Tu as dû faire des compétitions, tu as dû t'entraîner, tu as dû peut-être jongler entre le sport et les études. Comment ça s'est fait? Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que dans tous les sports, avant de faire de l'athlétisme, je faisais de la gym et j'ai toujours participé à des championnats de France. Donc pour moi, j'ai toujours vu que c'était le cheminement logique. J'ai jamais galéré à me qualifier depuis que j'ai commencé. Même quand à l'époque je faisais les équipes de France, athlée avec les copines en équipe ou que ce soit au relais. Donc honnêtement, sur ce chemin-là, après clairement c'est l'entraînement parce que moi j'étais dans un collège où déjà à la base, l'athlé, ça faisait partie de ma moyenne. Donc moi, pour l'athlé, c'était déjà important parce que j'étais en section athlé. Et il y avait les championnats de France après, en UNSS. Et pareil, en UNSS, on gagnait toujours. Donc déjà, dès le collège, pour moi, c'était pas possible de faire de l'athlé sans championnat de France. C'était la suite logique. Donc arriver en cadette, c'était un peu la suite logique. Après, c'était beaucoup plus dur parce que du coup, moi, j'ai continué mes études. Je suis allée jusqu'à un master. Donc c'était de l'organisation. Les 2 premières années d'études, ça allait parce que moi, je m'entraîne au club de Cergy, j'habite à Cergy. Et du coup, ma fac était à Cergy, donc honnêtement, c'était fluide. Les profs étaient assez tolérants sur les horaires, etc. C'est à partir de la licence où ça a commencé à être corsé. Parce qu'en licence, j'étais en école de commerce sur Paris, puis devoir s'entraîner quasiment 5 soirs par semaine. Ça devenait chaud, surtout quand les trains, on connaît très bien la RATP, la SNCF, quand il y a des retards. Mais au final, j'ai réussi. Mais c'est vraiment, sur ce coup-là, vraiment, je pense qu'à partir de la licence, c'était de la discipline. Et moi, mine de rien, le Covid m'a quand même aidée parce que du coup, pendant les 2 années Covid, pendant mon master, c'était à distance. Donc, ça fait que j'arrive à l'entraînement sans fatigue, mine de rien. Donc, ça m'a quand même aidée pour vraiment me challenger et performer et mieux m'entraîner. Ce qui fait la différence, effectivement, quand tu arrives et tout, et que tu es fraîche, reposée, et pas d'avoir fait, on va dire, 10 000 allers-retours ou bien 10 000 heures de transport, a priori, pour aller soit en course, pour revenir à l'entraînement à l'heure. Effectivement, on est beaucoup plus reposé. Et donc, du coup, je constate que tu as eu de base des standards élevés, puisqu'à priori, depuis la gymnastique, tu avais déjà fait aller à championnat de France. Et comment on passe de la gym à la clé? Parce que je repars un peu du début à chaque fois, parce que j'aimerais bien comprendre et tout, bien saisir la jeunesse qui a fait que tu es arrivé à qui tu es aujourd'hui. Alors moi, je suis une vraie fifi. Donc moi, je faisais de la GRS. Et en fait, c'est tout simplement parce que je suis allée à la journée des associations avec mes parents. Ma mère, elle a dit, j'ai une grande sœur, un petit frère. Choisissez votre sport. Donc à l'époque, mon frère, c'était le foot. Moi, du coup, j'avais choisi la GRS, donc ruban, cerceau, etc. Et ma sœur, l'escrime, elle en a fait à haut niveau aussi.
Et pourquoi j'ai arrêté la gym, en vrai, c'est parce qu'à l'athlé, il y avait plus d'ambiance. Pourquoi j'ai arrêté la gym, en vrai, c'est parce qu'à l'athlé, il y avait plus d'ambiance. Vraiment, c'est uniquement pour ça. Parce que du coup, j'ai fait 5 ans de gym et la gym, c'est beaucoup plus strict, discipline. Honnêtement, on s'amuse un peu moins en compétition. Et quand j'ai découvert l'UNSS, parce que moi, j'ai commencé l'athlé, les 4 premières années d'athlé, c'était en UNSS. J'ai vu un autre monde, j'ai vu que les concurrents se parlent. Donc, avec les stages, etc., on rencontre d'autres personnes, on devient ami avec d'autres personnes de partout dans la France et dans les dom-toms. Et ça, je me suis dit, mais c'est génial, c'est super. Tu arrives en compétition, tu cours contre tes copines, mais tu es ami avec elles en même temps. Donc, il y a de la concurrence, mais pas malsaine, en fait. Or qu'à la gym, c'était autre chose. J'ai aimé quand même mes années de gym parce qu'elles m'ont aidé pour l'athlé au niveau souplesse. Mais l'ambiance de l'athlé, rien à voir. Honnêtement, rien à voir. Et je regrette toujours pas. Des flammes pour la question. Dans les commentaires, mettez des flammes si vous êtes athlète ou si vous kiffez l'ambiance de l'athlète. Ok. Dites aussi dans les commentaires, Yelena, si elle aurait dû continuer la gym, ou alors c'est facile. Aujourd'hui, je suis un peu trop lourde. ou bien si elle a bien fait de continuer en athlète. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire donc pour toi, la transition a été opéré parce qu'il y avait beaucoup plus d'ambiance à la clé avec les stages et les compétitions. Comment tu as vécu tes premiers championnats de France? C'était quand? En quelle catégorie? Et c'était où, si tu te rappelles? À l'athlétisme? Oui. En athlétisme, du coup, les UNSS, c'était en minime 1. Minime première année, par contre, où Clermont-Ferrand. C'était Clermont-Ferrand, c'était l'hiver. D'accord. C'était à Aubière, dans la salle d'Aubière. C'était là-bas. Dans mes souvenirs, j'étais stressée. Par contre, en UNSS, c'était en équipe, du coup. Comme on était jeunes encore, c'était équipe mixte l'hiver et l'été, c'était équipe par catégorie de sexe, donc féminin et masculin. Et je me rappelle qu'au sprint, on avait fini 3e, je crois. Et au lancer, du coup, à l'époque, c'était le poids vu que c'était l'hiver. On avait fini premier, ouais. Et l'été, on a toujours fait premier. Et premier championnat de France en club? En club, c'était en cadette, du coup. Direct des cadettes 1. Ma première année cadette, c'était relais l'hiver. En plus, je me rappelle un mauvais souvenir parce que du coup, c'était 4x200 l'hiver. Je sais plus c'était où par contre. Mais je crois que c'était peut-être Aubière encore parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup les championnats de France à Aubière. Et on m'avait bousculé, donc je me rappelle, j'avais dérapé sur la piste, donc on avait été disqualifiés. Et l'été, j'avais fini finaliste au disque, mais ma place, je pense que je faire 7e, un truc comme ça. En quelle année? Alors là, je sais juste que j'avais 15 ans, je pense. En 2010 peut-être? Comment? En 2010 peut-être à Niort? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Une grosse année, hein. Je pense, ouais. En fait, je crois que... C'était l'année des mondes cadets. Mais moi, je n'étais pas... du coup. Ouais, c'était l'année des mondes cadets. En 2011 parce que, en fait, pour ceux qui ne savent pas, Yelena et moi, on a fait le championnat du monde U18 ensemble, championnat d'Europe U20 ensemble. On va revenir dessus au fur et à mesure. Nous deux, on a fait les matchs ensemble. Aussi les matchs? C'est que les matchs, ouais, parce que moi, en jeune, j'ai jamais fait de gros championnats. Les Europes. Non, j'ai jamais été qualifiée. Moi, c'est que les matchs. À Rieti, t'as pas été à Rieti? Non, soit tu confonds avec Rose, soit avec Nadège. Sauf si tu as fait par contre le match junior en hiver 2013 à Ancon. Oui, ça j'ai fait. J'ai fait Italie. Et j'ai fait Allemagne. Ouais, Allemagne. Effectivement. Nice, ok. Donc du coup, donc en 2011, les Jeux 30, c'était à Dreux. Oui, voilà, c'était Dreux, exactement. C'était Dreux. Ah, t'as une bonne mémoire. Bah écoute, c'était à Dreux. Et ouais, il y avait un temps assez houleux, je me rappelle. Ça pleuvait, il faisait 10 degrés. Parce que j'ai fait le trip. On parle de toi aujourd'hui. Ouais, mais t'as fait du trip, on était ensemble. Yes. Ok. Et du coup, écoute, on va passer la première, enfin plutôt la seconde. Comment tu as fait pour être sélectionné la première fois en équipe de France? Parce que faire le championnat de France, c'est une chose. Maintenant, faire les sélections en équipe de France, c'est quand même autre chose. Qu'est-ce qui a fait que pour toi, tu es arrivé à ce niveau-là?
En vrai, c'est toujours les entraînements. C'est toujours les entraînements. J'ai eu une grosse marge de progression entre cadette. En fait, c'est l'année où je me suis en junior, où je me suis dit, bon, faut que je commence à choisir. Honnêtement, j'ai plus d'avenir au disque que au sprint. Ok, très Même si bien. dans mes entraînements, ce que les gens savent pas, mais au lancer, on a besoin d'être beaucoup explosif. Enfin, moi, c'est ma qualité première. Du coup, j'ai toujours des séances de sprint, mais du coup, pas spécifique sprint, mais spécifique lancer. Et du coup, c'est vraiment en junior, quand je me suis concentrée sur une seule discipline, principalement, que ça a fait la différence et que j'ai gagné des mètres. Et c'est comme D'accord, ça très que bien. j'ai pu être dans le top 3 français, qui me permettait ensuite de faire justement les matchs. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné cette volonté d'arriver à ce niveau-là? Parce que tu m'as dit que c'est l'entraînement, mais il y a plein de gens s'entraînent. Qu'est-ce qui fait la différence pour toi Moi, entre... ouais, Moi, je pense que moi, à cette époque-là, c'était vraiment que je m'amusais. Vraiment, c'était de ok, l'amusement pur. Je me prenais pas spécialement la tête à ce moment-là. Moi, j'étais en mode chaque étape, step by step. J'étais pas forcément pressée. Par exemple, à l'époque où j'étais cadette, je savais même pas qu'il y avait des mondes cadets qui existaient. Moi, j'arrivais comme ça, vraiment dans. J'arrive, je sors de mon petit collège. J'arrive et on me dit, il y a ça, ok, je fais, tu vois. Mais c'est ok. vraiment, principalement, je me prenais pas la tête parce que déjà, à l'époque, les cours, c'était fatigant. Le bac, etc. J'ai jamais eu de sponsor, donc j'étais vraiment kiffe seulement et te prends pas la tête et tu verras bien. Ok, Je pense ok. que c'est à cette partie-là de ma vie, c'était ça qui m'a beaucoup aidé. C'est que je me prenais pas la tête. Comment tu as appris ta première sélection d'équipe de France? Je l'ai appris comment? Je l'ai appris, je crois, après les championnats de France hiver. Du coup, comme je savais que je les avais gagnés, je crois. Oui, je crois que je les avais gagnés. Et que j'étais dans le top 2, parce qu'il fallait être dans les 2 premières au bilan. Donc, je savais déjà que j'avais mon ticket. Et je me rappelle, c'était l'année où on venait juste de passer à ASICS. Donc, moi, j'ai jamais connu l'époque Adidas. Moi, j'ai connu l'époque ASICS, du coup. Et j'étais trop contente. Je me suis dit, waouh, trop bien et tout. Et cette année-là, dans mes souvenirs, mon petit frère qui fait du basket, et lui, c'était sa première sélection en équipe de France aussi à la même période. Donc vraiment, on était trop contents. On était en mode, waouh, trop bien, les Mococa en équipe de France. Au basket, c'est ça? C'est ça. Lui, à Ok, comment l'époque, il s'appelle ton frère? euh, Comment il s'appelle? Adam Mococa. Ah, Adam Mokoka. Mococa, oui. D'accord. Et est-ce qu'il est toujours en équipe de France de basket aujourd'hui? Là, actuellement, non. Après, allez, en jeune, ils ont fait champion d'Europe U16 et U18, je crois. Ok, Et là, actuellement, il est toujours basketteur, c'est toujours son métier. Il joue en Roumanie, à Cluj, en quoi? En Eurocup, en deuxième division d'accord. européenne, quoi. Très bien. Eh bien, on salue Adam Mokoka à travers ce petit podcast. Impeccable. Donc, ok. Donc, on dirait qu'il y a quand même des prédispositions dans cette famille Mokoka. On Ouais. dirait. Nice. Et qu'est-ce qui a fait que quand tu es arrivé en équipe de France, tu as pu retrouver tes repères? Ça se passait comment? Tu t'es senti comment? Quelle a été ta performance lors de cette Alors, première sélection en équipe de France? Dans mes souvenirs, c'était une très belle sélection. Comme j'ai dit, l'athlète, c'est une grande famille. Donc, au final, tu arrives en équipe de France, tu connais quasiment tout le monde, car tu les as vus sur la piste. Et moi, il y avait beaucoup de gens de mon club à cette époque. Donc, du coup, c'était déjà juste là, tu arrives, tu es en terrain connu. Après, c'est quand même un honneur, on va pas se mentir. Tu représentes un pays, tu es jeune. À cette époque-là, je devais avoir 17 ou 18 ans. Donc, vraiment, tu as quand même ce petit stress. Et dans mes souvenirs, la perf, elle était moyenne. Elle était pas mauvaise, elle était pas oufissime, mais elle était moyenne. Car malheureusement, nous, le lancer disque, on est toute l'année dehors et qu'il faisait froid. Pas forcément hyper satisfaite, mais quand même, tu as pu on va dire, un peu t'exprimer. Oui, c'est ça. J'ai un bon souvenir. Est-ce que tu as eu des retombées, un changement dans ton quotidien ou alors par rapport à tes potes ou à tes athlètes quand tu es ensuite revenu sur ton entraînement, sur ton quotidien? Est-ce que les gens ont eu un regard différent par rapport à toi à partir de là? J'ai pas le souvenir, j'ai l'impression que non, c'était... Bien sûr, les gens de mon club étaient contents, fiers pour moi, ma famille pareil. Je pense que quand même, mine de rien, ma famille a dû se dire, ah ouais, en fait, son athlétisme, parce que du coup, je suis plus... limite, je prenais plus d'intérêt à aller à l'athlé qu'à l'école, même si j'ai fini mes études, etc.
Mais j'allais à Et- l'école un peu parce que bon, faut aller à l'école. Alors que l'athlé, ouais, je peux pas manquer un entraînement. Et du coup, je sais que du coup, ma mère, à ce moment-là, je pense qu'elle a dû se dire, ah oui, en fait, c'est quand même du sérieux l'athlé. Là, je suis sur ta fiche FFA. Voilà. Donc, littéralement, tu as fait des sélections en équipe de France jeune, voilà, de 2014 à 2016. Ton record au disque date de 2024, du coup, Ouais. à 29 ans, 56 mètres 42. Aujourd'hui, tu as fait cette performance au championnat d'Afrique, c'est bien ça? Cette perf, je l'ai fait. Je l'ai fait. Attends, je l'ai fait où? Je sais plus. Sinon, je Ah, te oui, au je te meeting de rachète, sinon. Bonneuil. Au meeting de Bonneuil, sur Marne. Au meeting de Bonneuil. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, à 29 ans, tu battes encore tes records personnels? Cette année, vraiment, elle était incroyable. Honnêtement, je l'ai battue 4 fois en 2 mois. Je suis Wow. passée de 53 en août dernier à 56. Ouais, là, j'ai rien à voir. En plus. Ouais, plus de 3 mètres. Franchement, je suis très contente. Après, cette année, c'était vraiment une année de changement. Je me suis jamais concentrée sur l'athlète à 100%, en fait, sauf cette année. Du coup, on a tout changé avec mon coach. Je lui ai dit que je fais une rupture conventionnelle dans mon travail. Je travaillais en agence, du coup, de communication, où je faisais tout ce qui est pub sur les réseaux sociaux. Et là, je lui ai dit, bah, je fais une année où je fais ma rupture co, comme ça, mine de rien, je peux avoir le chômage. Et comme ça, je m'entraîne en bi-quotidien. Et donc, j'ai Ok. d'entraînement, j'étais à 24 heures d'entraînement par semaine. En Combien parallèle, de temps? 24 heures. 24 heures d'entraînement par Ouais. semaine. Ouais, c'était Alors, dur. non, pause. Déjà, des flammes pour Lina dans les commentaires. Et du coup, comment en fait ça s'organise 24 heures d'entraînement par semaine? Tu t'entraînes matin, après-midi, tous les jours? Ouais, je m'entraînais 6 jours sur 7. C'était que le samedi où je m'offrais un no athlé, à part pour les compètes. Mais en gros, mes semaines, elles étaient hors budget. J'avais recomposé mon équipe, on va dire. J'avais mon coach principal, Olivier Andirin, qui me coach depuis Espoir. Que l'on Euh, salue. Oui. Et du coup, bah, le matin, il m'avait fait mes séances de muscu. Je m'entraînais en solo avec des gens de mon club, mais lui, il travaille, donc il n'était pas là. Mais j'avais mes séances, tout ce qui est muscu ou circuit, training, etc. le matin, donc le lundi, mardi, vendredi, jeudi, vendredi. Tous les soirs de ces jours-là, j'avais entraînement technique. Donc là, c'était entraînement spécifique au lancer. Le mercredi, j'avais entraînement, tout ce qui est bondissement, plio avec un coach de saut, où je faisais du sprint, tous les exos pour être vraiment explosif. Parce que en fait, c'est un coach de saut qui est très très bon techniquement. Il a entraîné de gros athlètes comme les frères Dufag. Donc, et je sais que ça fonctionne très bien avec moi. Il me faisait travailler les muscles profonds, en fait, des exercices qu'on n'a pas l'habitude. Ouais, donc Et, c'est Frédéric Dufag, Emmanuel Dufag et voilà, le petit frère, en fait, ils sont trois. ouais, Ils font tous quasiment entre 7,50 m et 8 mètres au son longueur. Donc, c'est ça. des très bons athlètes de Cergy, encore une Oui, fois. Salut, la famille Dufag. c'est ça. Ok, et ensuite, Et le dimanche, du coup, les côtes. Le truc que je déteste, mais avec une bonne équipe, bah, du coup, il y avait les sauteurs, les sprinteurs avec moi. J'étais la seule lanceuse. Et les vétérans et les infirmières, parce que dans notre club, on a un programme avec les infirmières de l'hôpital de Pontoise, du coup, qui ont une d'accord. équipe spéciale et qui font du coup, des entraînements un peu loisirs. Et du coup, cet entraînement-là, ils étaient là. Ok, incroyable, incroyable. Donc, du coup, tu as fait 24 heures d'entraînement par semaine. Sur combien de temps? Alors ça a duré d'octobre à vraiment jusqu'aux interclubs, jusqu'à mai. Et après, du coup, je repassais sur 5 jours d'entraînement classique, 2 heures, 2 heures Ok. par soir. Il y avait les compétitions, donc c'était plus possible. Par jour. Par jour. Oui, voilà. Par jour, pardon. Ok, donc du coup, tu as senti une vraie différence. En fait, c'est une préparation globale en fait. En fait, d'octobre à mai, on va dire que c'est la période, on va dire, préparation plus saison hivernale. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, c'est à partir de mars que tu as commencé à avoir tes premiers RP cette saison. Voilà, Donc, c'est c'est ça. quand même En pas mal. avril, exactement. En avril. Ouais, mais déjà au championnat de France élite de l'hiver, j'avais fait 53, je sais plus combien, mais c'était une grosse perf pour l'hiver. Je me suis dit, ah ouais, je suis déjà à mon niveau de fin de saison de l'année dernière à la rentrée des compètes. Et donc, j'étais très contente.
Il n'y a pas de secret, pas de secret. Le travail, quand tu as dit l'entraînement, hein, tu as pu continuer à monter en puissance et tu es arrivé à 56 mètres. 56 mètres, 40. Combien? 42. 42. 49. C'est ça pour vérifier à nouveau. Donc, du coup, là, je suis sur ta fiche FFA. Voilà, donc biographie FFA, donc c'est la Fédération française d'athlétisme. Donc, c'est 56 mètres 42. Ok. Que tu as réalisé exactement. À Bonneuil-sur-Marne. À Bonneuil-sur-Marne. Et tu as fait quel championnat majeur cette saison? Cette saison, j'ai fait les Jeux africains au Ghana en mars et les championnats d'Afrique au Cameroun en juin. Et les Ok. Et tu du coup, représente le maillot du Congo. C'est ça. Nice, impeccable. Qu'est-ce qui fait que tu es passé de l'équipe de France à l'équipe du Congo? Grande question. Ça s'est passé l'année dernière. Enfin, ça fait moins d'un an maintenant, mais c'était en juin de l'année dernière parce qu'il y avait les Jeux de la francophonie qui avaient lieu à Kinshasa, donc mon pays d'origine, enfin ma ville d'origine. Et quand j'ai vu ça et que j'ai vu que la France, du coup, n'y allait pas, parce que je crois qu'à ce moment-là, comme c'était un pays en zone rouge, je crois que le ministre des Sports avait dit qu'il finançait pas les fédérations pour ce déplacement. Donc, c'était au choix des fédérations de choisir s'ils y vont ou non. Quand j'ai vu que la France y allait pas et que je savais que j'avais les minima pour, moi j'ai dit c'est hors de question que je fasse pas une compétition chez moi au Congo et encore plus les Jeux de la francophonie. Du coup, il y a un coach de Montreuil, je le salue d'ailleurs, Moussa, un coach de hauteur, je crois, qui m'a dit, c'est lui en fait qui est venu me voir. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas avec le Congo et tout? J'ai dit, parce que j'ai zéro contact. J'y avais déjà pensé depuis longtemps, bien avant ça, mais j'avais pas de contact. Et j'avoue, je cherche, il y a aucune information sur Internet. Donc du coup, moi j'ai dit, j'ai pas de contact. Et lui, il m'a passé un contact qui m'a permis en même pas 2 semaines d'avoir les papiers pour faire la compétition. Et en plus de ça, je finis 2e au jeu de la francophonie, donc je me dis j'ai bien fait de les faire. Vraiment, j'ai même ramené la petite médaille, du coup, elle est trop belle. Magnifique. Ok, incroyable. Des flammes pour Yelena Mokoka, s'il vous plaît. Médaille en direct, médaille d'argent, du coup. Ouais, l'argent. Donc, ça a été à partir de 2023. Ouais, voilà. Ce changement, donc du coup, tu étais déjà congolaise avec la double nationalité ou bien tu l'as pris entre-temps? Je l'ai eu entre-temps parce que du coup, au Congo, Kinshasa en tout cas, pas pour Congo-Brazzaville parce qu'il y en a 2. Congo-Kinshasa, ça a été colonisé par les Belges et du coup, dans les lois ou je sais pas, dans leurs trucs, on peut pas avoir la nationalité française et congolaise. À part si t'es sportive. Du coup, j'ai un passeport, mais juste parce que je suis sportive. D'accord. Comme un peu le footballeur. D'accord, très bien. Bien écouté. J'apprends des choses, je découvre des choses aujourd'hui. Donc merci Lina. On fait ensuite cette saison quel autre championnat? Championnat d'Afrique au Ghana en mars. Ok. Et du coup, Jeux africains au Ghana en mars et championnat d'Afrique au Cameroun. Ça se passe comment? En dehors des résultats finaux, comment tu as vécu cette expérience? Alors, j'ai adoré les Jeux africains. C'était incroyable. Franchement, le Ghana, un très très beau pays, une belle organisation. Vraiment, la nourriture était très bonne. La nourriture était très bonne, vraiment. Et même en termes au final, cette compétition, elle est différente des Jeux de la francophonie parce que Jeux de la francophonie, il y a que les pays qui font partie du groupe francophone, donc comme la Roumanie, le Canada, etc. Mais là, il y a tous les pays africains, par contre, aux Jeux africains. Donc la partie francophone et anglophone, et on va pas se mentir, les anglophones sont plus forts que les francophones. Donc il y a vraiment du level, notamment avec les Nigérianes qui sont maintenant mes copines, mais aussi des concurrentes. Mais vraiment, une superbe expérience. Moi, j'ai adoré. C'était un peu stressant quand même parce que c'était un autre level, tu vois. Mais j'ai adoré. Un level au-dessus, c'est-à-dire par rapport aux Jeux de la francophonie, vu que les pays anglophones, c'est comme au championnat d'Europe, par exemple. Si tu mets que les pays francophones, c'est pas que c'est plus facile, mais ça va. Mais quand tu rajoutes les Anglais, les pays anglophones, c'est différent. Et là, c'est à peu près pareil. Donc le niveau, il est vu que le top africain, c'est les Nigérianes, les 3 Nigérianes, ça a rajouté du niveau. Ok, oui. Attends, c'est le top mondial ou le top africain?
Là, je parlais du top africain, vu que c'était les Jeux africains. Ok, ok. Après, elles sont dans le top mondial aussi, parce qu'elles sont qualifiées toutes les trois au JO. Ok, d'accord. Donc, du coup, effectivement, il y avait du level, effectivement. Peut-être qu'il y a aussi une différence de culture par rapport au sport entre les pays francophones et les pays anglophones. Parce que, mine de rien, si on constate qu'il y a cette différence manifeste, même si on parle de pays d'Afrique, juste dans la culture. Totalement. Ouais, tu as totalement raison. Non, je suis en train d'acquiescer ce que tu dis. Parce que, pour la preuve, quand on était au Ghana, le Ghana qui est un pays anglophone, on voit juste les installations. Je me suis dit, attends, on est en Afrique. Généralement, les installations africaines dans les pays francophones, elles sont pas ouf. Mais là, j'ai dit, mais on est dans un centre américain et en fait, il y a beaucoup de membres de la diaspora américaine et anglaise qui est au Ghana. Et donc, tu le vois direct avec les infrastructures. Ok, c'est-à-dire, c'est comment? Peux-tu un peu nous décrire tout ça? Super développé. C'est super développé où on était. T'avais des terrains de tennis. C'était un mini l'INSEP, on dirait. T'avais un terrain de tennis, piscine, muscu, gros stade. Enfin, on voit que c'est une autre culture, tu vois. C'est vraiment la culture anglophone. Et la plupart des filles, du coup, nigériennes ou ghanéennes, bah, s'entraînent aux États-Unis. Enfin, c'est une autre culture. Quand tu as comparé carrément leur stade à un stade américain, carrément. Ouais, non, vraiment, il était vraiment bien. Parce qu'on sait que les stades là-bas aux States sont hyper big, avec des grandes marches, avec les terrains de NFL, tout ça. C'était un grand stade avec la piste bleue et tout. Non, c'était vraiment stylé. C'était quoi pour toi le mieux entre les Jeux africains et les championnats d'Afrique cette année en 2024? Alors, honnêtement, en termes d'organisation, rien à voir. Les Jeux africains, le Ghana, c'était au top. Après, en termes de perf, j'ai préféré les championnats d'Afrique parce que j'ai fait une meilleure perf. Mais championnat d'Afrique avait un gros problème d'organisation quand même, on va pas se mentir. Le Cameroun, sur ce côté-là, ils ont un peu déconné. Il y avait beaucoup, il y a carrément des athlètes qui ont, comme Talou ou encore Tebogo, un sprinter, qui eux ont renoncé à la finale parce que honnêtement, on nous a pas accueillis dans les meilleures conditions et encore plus pour les sprinters, vu que la piste était très molle, il y avait certains trous, etc. Après, ça reste quand même une très bonne expérience pour moi. Mais ouais, j'ai préféré quand même les Jeux africains. Ok, nice, impeccable. Et on passe du coup à la suite, parce qu'en fait, tu as dit plutôt que tu étais en rupture conventionnelle, que tu as bossé en agence de communication. Voilà. C'est ça. Et du coup, comment se passe la partie professionnelle, travail, la partie aussi entrepreneuriale, parce que je crois aussi que tu as lancé ta propre agence. Alors du coup, j'ai fait ma rupture conventionnelle aussi principalement parce que je voulais me concentrer sur l'athlé et que en fait ça devenait pas possible de faire les allers-retours travail, entraînement. C'était soit j'étais fatiguée au taf, soit j'étais fatiguée à l'entraînement et ça commençait vraiment à me saouler en fait. Et donc comme merci le système quand même français, ça m'a permis de moi de faire ce que j'ai toujours voulu faire, créer mon agence de communication. Donc officieusement, j'avais déjà commencé à faire des petites missions, mais officiellement vraiment je me suis dit faut que je me lance parce que en fait mon premier gros client déjà de base c'est mon frère. Lui je m'occupe de sa com et tout ce qui est relations presse pour le côté basket et pour son compte Instagram. Et j'ai aussi un client qui m'a fait confiance, qui a ouvert un restaurant sur Marseille, le restaurant Smashy Burger. Je leur fais un peu de pub, c'est très bon d'ailleurs. C'est un fast-food du coup, qui fait des hamburgers avec vraiment des steaks Black Angus. Et en fait, eux, ils avaient pour projet de grandir. Et ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit oui, nous on a besoin de quelqu'un qui développe la com. Si ça t'intéresse, on bosse ensemble. Donc ça arrive que je fais des allers-retours sur Marseille pour faire du contenu. Et aujourd'hui, quand j'apprends qu'ils vont se développer et qu'ils vont ouvrir 4 restaurants en moins d'1 an, je me dis en fait, jackpot pour eux, jackpot pour moi, tu vois. Donc je suis contente. Je suis contente. À côté de ça, à côté de ça, sinon j'ai des clients qui peuvent venir pour du one shot par exemple, qui veulent juste une vidéo promotionnelle ou une vidéo pour des sportifs qui veulent un peu une vidéo lifestyle, etc. Ok, alors en gros pour résumer, quelles sont tes offres exactement? Alors moi ce que je propose, donc l'agence propose vraiment du consulting en communication, communication globale. Après on fait la gestion des réseaux sociaux et stratégie sur les réseaux sociaux. Et aussi tout ce qui est campagne média, etc., mais axé sur les réseaux sociaux.
Et on fait de la création de contenu. Donc, si par exemple demain, besoin de shooting ou photo ou vidéo, bah, on est là. On accompagne aussi D'accord. ces projets-là, la direction artistique, etc. Ok, intéressant. C'est un métier qui a l'air assez porteur, surtout Oui. en 2024, et encore plus dans les années à venir. Qu'est-ce que tu entrevois comme perspective pour progresser à ce niveau-là? Pour progresser à ce niveau-là, déjà, je pense que là, pour l'année 2024-2025, il faudrait que je délègue quelques missions. Donc, renforcer un peu l'équipe avec un freelance ou une personne auto-entrepreneur, quoi. Parce qu'on va pas se mentir, vu que les objectifs de cette année, c'est quand même de l'année prochaine, ce sont les championnats du monde. Il y a des trucs que je pourrais plus trop faire en opérationnel. Donc, du coup, il faut que j'apprenne à déléguer, même si c'est dur quand même. Mais en vrai, je pense que pour la prochaine étape et pour grandir, c'est cette partie-là principalement. Ok, j'espère, on va dire, toucher quel pourcentage de marché en plus entre 2024 et 2025? Très bonne question, je n'ai pas encore calculé ça, mais j'espère au moins doubler en vrai. En vrai, j'espère doubler parce que cette chance que j'ai, moi, c'est que je n'ai fait aucune prospection commerciale. Je n'ai démarché personne. Ce sont les gens qui sont venus à moi grâce au bouche à oreille. Et je pense continuer comme ça parce que honnêtement, je suis pas une bonne commerciale et j'aime pas ça. Donc, je me dis que en vrai, je fais mon chemin, ça va venir et puis voilà. Pareil, Comme vous le constatez, une personne qui me prend pas la tête. Pourtant, être entrepreneur, c'est fatigant, c'est stressant. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui est, je me prends pas la tête. nice. Ok, donc comme vous constatez, hein, Yelena, ok, ne prospecte pas, les choses viennent à elle toute seule. Ok. J'ai de la chance, franchement, merci le bon Dieu. Merci le bon Dieu. Donc, si vous voulez la contacter, on va mettre son email juste en dessous. C'est quoi ton email? Du coup, c'est yels.agency, yels, donc yels.agency, @gmail.com. Donc, du coup, ce sera affiché juste ici. Vous pourrez la contacter. Dites que vous venez de la part du podcast World Voilà. Review de JN Crétinois. Donc, vous aurez peut-être des réductions. On ne sait pas. 5-10%, on sait pas. On verra pour et tout. Voilà. Ce sera écrit peut-être dans la description si on se met d'accord sur quelque chose. En tout cas, voilà. Et du coup, tu as dit que pour toi, l'année prochaine, ce sera plutôt les championnats du monde, c'est ça? Ouais, j'espère me qualifier au ranking. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le bilan World Athletic avec un système de points. Je suis pas la meilleure pour expliquer ça, mais au ranking, en gros, au classement, parce que les minima, je pense qu'ils vont être quand même élevés. Et je suis quelqu'un quand même de réaliste. Enfin, je me mets pas des barrières, hein. Bien sûr, si je fais les minima, je vais pas dire non. Mais dans ma marge de progression, je me dis que avec le ranking, c'est quasiment possible par rapport aux minima. Ok. Donc, le ranking, pour expliquer, c'est que il y a des compétitions qui apportent un nombre de points particulier, ok, avec différents labels qui vont être plus valorisés. On gagne plus de points avec une compétition qui a un label assez élevé. Voilà, donc en gros, il y a des labels bronze, argent et premium. Voilà. Par rapport à ça, il y a aussi les performances qui sont réalisées sur ces compétitions-là qui vont être pondérées par rapport au label de la compétition. Donc en fait, plus on réalise des grosses performances avec une compétition qui a un label élevé, et plus on a de points au ranking, et ce ranking nous place sur un rang mondial, donc français, européen, mondial, qui fait que quelqu'un qui fait, on va dire, des perfs moyennes, par exemple, sur une grosse compétition, voilà, peut avoir plus de points que quelqu'un qui fait une perf un peu meilleure sur une moins bonne compétition. Et en fait, c'est cette pondération qui va faire que on a un rang français, européen, mondial, et qui peut permettre d'être qualifié au championnat du monde, comme Yelena en 2025. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Ce sera où cette compétition? À Tokyo, au Japon. À Tokyo, au Japon. Est-ce que tu aimes la culture nippone? Comment? Est-ce que tu aimes la culture nippone? Oui. Et tu es allé à Tokyo ou pas? Jamais allé, mais c'est mon rêve. C'est ton rêve? C'est ça. Okay. Tu es fan d'anime? Ouais, j'aime bien les animés. Bon, je suis pas une grosse experte vu que ça fait pas longtemps que je suis dedans. Enfin, ça fait depuis le Covid. Mais j'aime trop. J'aime trop. Je suis une fan de Naruto. Sûr? Je suis une fan de Naruto.
De Naruto, ok. Bah écoutez. Mettez assez de flammes dans les commentaires pour qu'on puisse encourager Yelena à arriver à Tokyo en 2025. Voilà. Et question, si tu avais comment dire, un conseil à partager à Yelena quand elle avait 10 ans pour arriver au meilleur résultat, au meilleur d'elle-même, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais de toujours croire en ses rêves et de ne pas laisser les gens lui mettre des barrières. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont te dire « Ah, mais fais d'une famille. » On va pas se mentir, les femmes, on est souvent amenées à ça. Oui, font d'une famille, fais ci, fais ça. Un peu les codes de la société. Et en fait, de ne pas forcément écouter et de vivre comme elle a envie. Et parce qu'après, elle va pas être déçue. Et au final, elle va accomplir de belles choses. Magnifique. Quels seraient pour toi les 3 plus gros facteurs qui vont aider Yelena à 10 ans à devenir la meilleure d'elle-même? De rester quand même un minimum studieuse. Je suis pas la personne la plus studieuse, mais le fait de quand même respecter le cadre de base, genre un peu l'école, le sport, le catéchisme, enfin, écouter un peu quand même ses parents et rester studieuse. De rester un peu têtue et d'en faire qu'à sa tête, parce que du coup, généralement, ça fonctionne bien. Et de toujours kiffer. Ok, nice. Magnifique. Quel serait pour toi le top 5 des meilleures lanceuses de disques all time? Oh my god, Oh my god. De disques, mais je sais même pas si je connais 5 prénoms. Moi, laisse tomber. Oh là là. Déjà, en fille, je mets en numéro 1, je mets Alman. C'est une américaine qui est la meilleure mondiale en ce moment. C'est une danseuse, à la base, c'était une danseuse étoile, donc rien à voir. Après, je mets Mélina Robert-Michon parce que, mine de rien, c'est grave ma star. C'est grave ma star parce que à son âge, 45 ans, elle est née à ses je sais pas combien de JO. On avait 5 ans, elle était aux Jeux Olympiques, je crois. Ensuite, là, tu vois, je n'ai plus de nom. À part, si, celle qui avait fait championne du monde l'année dernière, Tosaga, j'aime beaucoup. Et après, chez les filles, je suis pas très fan. Hein. À part elle, les filles, je peux les regarder, mais techniquement, je veux pas essayer de copier, tu vois. C'est les 3 que j'aime bien, mais après, j'aime beaucoup le disque homme. C'est autre chose. Ouais. Ok. Ben, dis-moi ton top 5. Alors, top 5 chez les hommes, déjà, il s'appelle Christian Shea, je crois. Il a des lunettes, je sais plus de quelle origine, mais c'est un Européen. Il est super fort et il est monstrueux. Il est monstrueux. Et lui, en fait, ce que j'aime beaucoup chez cet athlète, c'est qu'il est complet. Il lance loin, mais en fait, si tu vois ses séances de bondissement, tu te dis, mais le gars, en fait, il fait du saut, quoi. Enfin, il est trop fort. J'ai oublié son prénom, c'est un Allemand. Harting, bah, lui, c'est le GOAT pour moi aussi. Et en vrai, c'est eux deux, mes préférés. Après, je les aime bien les autres, mais vraiment, techniquement, bon, on est à 5 si on compte mix, du coup. Ok, excellent. Ok, on part sur ça. Dis-moi, as-tu un chiffre préféré en particulier? C'est le 5. Le 5, parfait, ok. Nice. Si tu devais choisir, Yelena, 5 personnes, 5, pas plus, pas une de plus, pour partir pendant 5 semaines, quelque part dans le monde, tu partirais où et avec qui? Peu importe les gens. Enfin, ma famille. 5 personnes. Ok, 5 personnes. Je partirais avec Serena Williams parce que c'est trop ma star du sport en général. Ok. Vraiment, et j'aime beaucoup ce qu'elle a apporté au sport, même pour la culture noire. Elle est incroyable. Je partirai avec mon frère parce qu'on va bien rigoler. Et comment? Non, on est à 2. On est à 2. Je partirai avec Teddy Riner parce que c'est ma star masculine du sport. Ok, incroyable. On se met à 3. Je partirai avec NASA. Rien à voir avec le sport, mais il est trop drôle, donc je sais qu'on rigolera. C'est ça. Et je partirai avec ma cousine parce que c'est une aventurière et elle sait cadrer les choses. Parce qu'il faut quand même, dans ce groupe, une personne qui cadre. Ok. C'est qui ta cousine? Amandla. Actuellement, vivre en Angola, je crois. D'accord, très bien. Ok, magnifique. Et pour finir, pour conclure, si tu devais partir avec un seul objet durant ces 5 semaines,
Ah oui, tu partirais où déjà? Si je partirais, j'aimerais trop aller en Polynésie française. Ok. Ah, Là, donc c'est du coup, vraiment le pays. pas à Tokyo, du coup, pas à Tokyo. Non, non, si vraiment je dois partir dans une destination, en plus ça coûte cher, donc autant dire la Polynésie. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a des beaux paysages, c'est super beau. Et leur culture, elle a l'air super bien là-bas. C'est vraiment un pays qui me fait rêver. Enfin, une île, quoi. Nice. Ouais, bah écoute, c'est Nice, c'est un pays en même temps. Ok, et si tu veux partir avec un seul objet, ok, Je suis en pas très Polynésie française, originale. Je suis pas très originale, mais je prendrais mon téléphone. Parce qu'au moins, je pourrais communiquer avec les gens et faire des belles photos. waouh, incroyable. Ok, donc du coup, communiquer, faire de belles photos. Et dis-moi, question du coup, euh, c'est quoi pour toi le rapport à la communication aujourd'hui? C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans un monde de communication, voilà, où tout le monde partage un peu pas mal de choses, des photos, des vidéos euh, assez marrantes ou assez sérieuses ou assez magnifiques. Ok. Pour toi, c'est quoi, comment dire, ton rapport à la communication? C'est-à-dire que en quoi ça t'aide aujourd'hui de mieux communiquer? Bah, pour moi, mieux communiquer, aujourd'hui, ça permet d'avoir accès à des messages directs de la personne, de mieux s'informer aussi, du coup, en règle générale. Mais c'est quand même très dangereux parce qu'il y a aussi beaucoup de désinformation et beaucoup de polémiques haineuses, entre guillemets. Donc, en vrai, la communication aujourd'hui, elle s'est très bien développée parce que vraiment, on a besoin d'apprendre, de s'informer, que ce soit sur les maladies, sur la politique, etc. Honnêtement, on a accès à tout. On peut pas dire qu'on n'est pas au courant de quelque chose. C'est parce qu'on a juste à cliquer. Même ChatGPT peut nous expliquer un concept. Mais en même temps, c'est très dangereux parce qu'il y en a qui en profitent, comme dans tout, et qui du coup usent ça pour attiser la haine ou faire monter des choses, des propagandes pas bonnes, entre guillemets. Ok. Iléna, un mot de la fin? Un mot de la fin, profitez de vos vacances et kiffez et soyez heureux. Nice, magnifique. Et écoutez, abonnez-vous déjà à Elena Mokoka, parce que oui, on parle de communication, mais on te retrouve sur quelle plateforme? Alors moi, on me retrouve principalement sur Instagram avec mon compte Instagram YelenV. C'est YELENV tiré du 8 x 2. On me retrouve principalement là. On me retrouve aussi mon agence du coup sur yels.agency sur Instagram. Et voilà. Nice, impeccable. Bah, écoutez, abonnez-vous en masse, voilà. Envoyez un email à Ilena si vous voulez travailler avec elle de la part de JN Crétinois, C'est ça. podcast Road to the Drip. Et sur ça, bah, écoutez, abonnez-vous également à la chaîne YouTube JN Crétinois. Voilà, comme ça, vous aurez encore de beaux partages comme celui-ci, mais c'est incroyable. Je sais pas si vous, si vous vous rendez compte, elle est en équipe de France, en équipe d'Afrique. Elle prévoit de faire les championnats du monde à Tokyo en 2025. Excusez-moi, mais écoutez, on a des invités de qualité, que ce soit celles qui ont fait les championnats d'Europe, championnats du monde en boxe, que ce soit celles qui visent les JO, qui sont qualifiées pour les JO, pardon, en escrime. Voilà. Ce sont des gens qui sont déjà passés avant Elena et encore après Elena, il y en aura encore d'autres. Donc abonnez-vous à fond si vous voulez que ça continue comme ça. Ça marche. En tout cas, c'était JN pour vous servir de produit. Peace.